Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, du coup, moi, je m'appelle Anne. Je suis responsable communication chez Serly et on a le plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire qui va être consacré à l'intelligence artificielle. Donc là, au cours des 30 prochaines minutes, on va découvrir ensemble comment on peut créer des applications d'intelligence artificielle plutôt de manière simple et accessible. Et donc, je vais vous laisser entre les mains d'Arnaud Revel qui vous a concocté ce webinaire. Et donc, pour vous donner quelques petits mots sur Arnaud, Arnaud est expert en intelligence artificielle chez Serly. L'IA, c'est un sujet qu'il connaît bien, parce qu'en effet, Arnaud est docteur en intelligence artificielle et il a plus de 25 ans d'expérience dans la recherche, la formation et le conseil en IA. Et aujourd'hui, il réalise des missions d'expertise pour des entreprises de divers secteurs. Il donne également des formations et plus récemment, il a aussi été habilité par BPI France pour réaliser des diagnostics data IA. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif. C'est un programme qui aide les entreprises à évaluer leurs données et à explorer les opportunités offertes par l'intelligence artificielle. Et donc, BPI France, bien sûr, aide les entreprises par des subventions pour pouvoir réaliser ces diagnostics. Donc, voilà en quelques mots pour la présentation d'Arnaud. Je vais vous laisser maintenant entre ses mains. Et puis, on se retrouvera à la fin pour les questions. Et comme on disait avec Arnaud, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez poser des questions dans le chat. Et moi, j'essaierai de, si Arnaud ne les voit pas sur le coup, on essaiera du coup d'y répondre ensemble. Donc, Arnaud, je vais te laisser la main. Donc bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous accueillir tous. Juste pour commencer, en fait, l'idée est partie d'une discussion avec notre chef préféré, Jérôme. Il m'a dit ça serait bien de faire un webinaire. Et moi, je me suis dit, quand on parle d'IA, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très compliqué et je voulais un petit peu désacraliser cette complexité, d'autant plus qu'il y a un certain nombre d'outils qui existent maintenant qui permettent de réaliser relativement facilement un certain nombre de tâches d'IA classiques. Et parmi ces outils, il y a un outil qui s'appelle Hugging Face. Donc, c'est en fait plutôt un framework, on va dire, enfin un ensemble de choses. Donc, c'est une société franco-américaine qui s'est fixé pour objectif d'être l'équivalent du GitHub du machine learning, des modèles d'IA. Et plus loin que ça, de proposer des outils qui permettent de programmer facilement ces IA et d'aller chercher des modèles justement sur leur site. Alors, on va commencer. Alors, je vous ai dit une ligne, mais il va falloir quelques petites lignes au départ pour charger en fait les bibliothèques nécessaires sur Python. Donc, on va travailler sur Python. Donc, on commence par la bibliothèque Transformers. Tout le monde parle de ChatGPT, mais en fait, la grosse avancée qui a permis ChatGPT et plein d'autres, c'est les Transformers. Donc, c'est un modèle qui a été inventé en 2016 et qui permet de traiter facilement les modèles de langage. Alors, je vais rajouter des petites choses supplémentaires pour qu'on évite de polluer la console. Voilà. Voilà. Une fois fait, on va pouvoir commencer à proprement parler. Est-ce que vous voyez bien ce que j'ai mis? Donc, j'importe la notion de pipeline des transformers et puis on enlève un certain nombre de warnings. Donc, la première tâche qu'on peut se poser en IA, c'est si j'ai un texte, je vais faire un copier-coller de texte. Si j'ai un texte, comment je peux faire pour résumer ce texte? Et en fait, les outils de Hugging Face nous permettent très facilement de traiter ce genre de problème. Donc, pour faire ça, on va créer donc un outil, un objet qui va s'appeler pipeline. On va dire qu'on veut faire du résumé de texte. Bon, je vais mettre toute la ligne comme ça sera plus simple. Donc, je passe mon texte en argument. Je dis le nombre minimum de caractères que je veux dans mon résumé, le nombre maximum de caractères. Alors, ce n'est pas tout à fait des caractères, mais je vais faire en première approximation, on va dire que c'est des caractères. C'est ce qu'on appelle plutôt des tokens. Et à partir de cet objet-là, je vais utiliser un modèle de résumé. Alors, au passage, moi, pour les raisons de la démonstration, j'ai déjà chargé le modèle. En fait, ça se fait automatiquement et ça le met en cache la première fois que vous lancez cette ligne. Mais une fois que vous l'avez fait, vous avez juste à lancer la ligne et vous voyez que ici,
la sortie de mon modèle me dit, ben voilà, à partir du texte que j'ai fourni en entrée, hein, TEXT, il m'a fait un résumé qui est à peu près correct de ce qui était dans la phrase précédente. Si jamais on veut changer et avoir un résumé un peu plus court, bah, vous voyez que juste le changement, le paramètre, on va changer un petit peu la taille du résumé. Au passage, vous voyez qu'entre mes deux appels, le résumé a donné deux aspects différents. Donc ça, c'est l'une des premières tâches qu'on peut réaliser avec ce genre d'outils. Et puis vous avez compris le principe, donc on crée un pipeline, donc un ensemble de traitements qui vont s'appliquer sur une tâche donnée et sur un corpus, enfin un ensemble de données d'entrée. Dans les choses qui sont plutôt à la mode aussi, des tâches qu'on va donner à l'intelligence artificielle, c'est des tâches qui consistent à essayer d'estimer les sentiments ou les intentions qui peuvent se cacher derrière un texte. Donc, par exemple, si je dis I like artificial intelligence, je peux lui demander d'analyser les intentions qui se cachent derrière ce texte. Et donc, pour faire ça, je crée un pipeline. Hein, vous avez compris ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Je dis que je veux faire du sentiment analysis. J'envoie le texte et directement en sortie, il me donne la valeur de du texte que je vais lancer en entrée. Donc, je fais du sentiment analysis sur ce I like artificial intelligence et vous voyez qu'il a bien inféré de ce qu'il y avait dans le texte que c'était une notion positive qui se cachait derrière le I like artificial intelligence. Alors, on va essayer de voir si je change un mot. On a une question de Thomas. Ici, on utilise un modèle par défaut, point d'interrogation. Oui, tout à fait. On utilise un modèle par défaut. Justement, ça aussi, ça fait partie des facilitateurs de Hugging Face. Si on met aucun paramètre, d'abord, il va le chercher sur Hugging Face, le modèle le plus approprié par rapport à la tâche. Le modèle du moment en plus, hein, donc c'est bien le modèle du moment, celui qui en ce moment fonctionne le plus par rapport à cette tâche-là, pour traiter la tâche. Donc vous voyez qu'effectivement, avec très peu de lignes de code, on a quelque chose qui est sur étagère et qui correspond à des performances optimum par rapport à la tâche que vous souhaitez réaliser. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai mis I hate au lieu de I like, et vous voyez bien que là, on a une évaluation qui est négative. Autre chose qui fait partie des choses qu'on aimerait bien faire automatiquement, c'est faire de la traduction. Donc, il existe plein d'outils pour faire de la traduction, mais en fait, si on veut faire ça, au passage, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais tous ces modèles sont chargés en local. Donc, vous n'avez pas accès, enfin, c'est pas des modèles qu'on va trouver sur le cloud, comme on peut, comme ce serait le cas si vous utilisiez ChatGPT. Et justement, il y a une question d'Adrien qui demande, peut-on importer des modèles ML maison? Tout à fait, oui. Alors, c'est aussi facile de créer ses propres modèles que de charger des modèles qui sont sur étagère. Et en particulier, ça se fait très souvent, mais je reviendrai ça à la fin. En général, un modèle tel quel, il vous satisfait pas et vous allez vouloir ce qu'on appelle le fine-tuner, c'est-à-dire l'adapter à vos propres données. Et donc, quand c'est comme ça, vous avez un modèle initial, vous allez fine-tuner votre modèle et vous allez le sauvegarder et voire même, et ça c'est l'esprit qui se cache derrière Hugging Face, si vous pensez que ça peut intéresser la communauté, vous pouvez le uploader sur Hugging Face et du coup, ça peut être utilisé par quelqu'un. Voilà. Alors, donc, j'en étais à la tâche de traduction. Donc, vous avez compris, hein, pipeline. Traduction, c'est translation. Si je veux depuis l'anglais vers le français, puisque le texte que je vais prendre de référence, c'est le texte que j'avais tout à l'heure pour éviter un petit peu de complexité et de rajouter des variables supplémentaires. Donc, je demande translation English to French. Et vous avez plein de modèles qui sont déjà existants depuis n'importe quel langage vers n'importe quel langage. Alors, dans les langages les plus courants, hein, mais il faut regarder après en fonction
en fonction de vos besoins. Et à la suite de ça, donc, vous demandez le texte traduit. Et en fait, vous voyez que à partir du texte que j'ai tiré de Wikipédia, vous avez l'intelligence artificielle au sens le plus large et l'intelligence manifestée par les machines, en particulier les systèmes informatiques. Vous voyez que c'est une traduction du texte qui a été présent, que j'ai utilisé tout à l'heure pour le résumé. Autre tâche à laquelle on va essayer de se confronter, c'est justement essayons de construire quelque chose qui ressemblerait à ChatGPT. Et en fait, ChatGPT, ça n'est ni plus ni moins qu'un système qui est capable de terminer des phrases. Alors c'est vrai qu'on le voit rarement comme ça, mais ChatGPT, vous donnez un prompt et votre prompt, c'est le début d'une phrase dont la réponse sera donnée par l'intelligence artificielle. Donc ça tombe dans une classe de problèmes de tâches qu'on appelle la text generation, et c'est exactement ce qu'on va écrire pour notre pipeline. Donc pour notre pipeline, on va écrire text generation. Je vais commencer une phrase, the sky is, et puis on peut s'attendre à the sky is the limit, the sky is blue, ce genre de choses. On va lui demander un certain nombre de mots et de générer, et vous voyez que the sky is now clear, and now the rain had fallen, and we are walking on it. Voilà. Et si je veux beaucoup plus, il suffit que je remplace le... J'espère que je ne vais pas faire... Voilà. J'ai demandé là du coup 200 caractères, et là, vous voyez que là, c'est beaucoup plus... et on pourrait continuer comme ça quasiment ad libitum. Donc, vous voyez que le fait de créer un ChatGPT en utilisant des modèles, alors sans doute sans la qualité de ChatGPT, mais il commence à avoir des modèles que vous pouvez héberger en local qui sont plutôt bons par rapport à la tâche de génération de texte. Vous voyez qu'en fait, c'est relativement simple à réaliser. Vous voyez qu'ici, en une ligne de code, j'ai fait l'équivalent de ce que vous auriez fait avec un ChatGPT. Nouvelle tâche à laquelle on va se confronter, la tâche dite de question-réponse. Là encore, c'est quelque chose qui est assez courant et qui est extrêmement d'actualité, puisque en fait, on voit se développer énormément de systèmes qui sont des systèmes où on va essayer de créer des FAQ sur des datas qui sont de l'entreprise. Et derrière ces systèmes de FAQ, qui peuvent être en langage naturel, on va avoir cette question de « j'aimerais répondre à une question ». Donc, quand vous faites un FAQ, c'est bien simple, vous posez une question et vous allez essayer de répondre. Et pour ça, vous allez utiliser un contexte. Donc ici, je vais spécifier un contexte. Alors, au passage, tout est en anglais parce que les modèles par défaut sont en anglais. Il aurait fallu que j'ajoute un petit peu plus de lignes de code pour que ça soit en français, mais j'espère que ça ne posera pas de problème pour personne. Donc, la question, c'est « What is the answer to the ultimate question ?» Et si je lui passe comme contexte « The ultimate question of life, the universe and everything is 42 », j'aimerais qu'il arrive à extraire de ce contexte une information qui permette de répondre à la question. Là encore, on va créer un pipeline. C'est du question answering, j'essaye de répondre à une question. Je donne la question en entrée, je donne le contexte et j'attends une réponse. Et sans surprise, vous voyez bien qu'il a extrait du contexte le fait que la réponse à ma question était 42. Et ça peut se passer à l'échelle dans beaucoup de cas. Tout à l'heure, juste un petit peu avant le webinaire, je parlais avec certains qui ont des problématiques autour de la recherche d'informations, en particulier en utilisant du Elasticsearch. Eh bien, on peut coupler ces systèmes de LLM à du Elasticsearch de manière à venir chercher les documents les plus appropriés par rapport à une question posée en plein texte, en langage naturel, par les personnes. Donc, vous voyez que ça s'adapte tout à fait au FAQ. On a une question, Arnaud. Oui, en lien avec la data, faut-il créer un dataset spécifiquement dédié à un ML? Point d'interrogation. Alors, forcément, si vous voulez répondre à des questions qui sont spécifiques, il lui faudra lui donner des contextes spécifiques. Donc, effectivement, si vous voulez
utiliser ces fonctionnalités de questions answering, il va falloir lui passer des documents qui permettent réellement de répondre à cette question. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question justement moi-même. OK. Alors, pour l'instant, on a vu des systèmes, encore une fois, hein, en une ligne, comment on pouvait créer l'équivalent d'un chat GPT ou d'un système de recherche d'informations dans une base de données. Mais vous avez aussi, quand on parle d'IA générative, on parle aussi d'images souvent. Et il se trouve que Hugging Face propose aussi des moyens simples de créer l'équivalent d'un Midjourney ou d'un DALL-E, voilà, en utilisant des modèles. Alors, il y a des modèles libres qui s'appellent Stable Diffusion, et en particulier, alors il y en a un, le tout dernier, je ne l'ai pas encore utilisé, je ne l'ai pas encore implémenté, donc je ne vous présenterai pas, mais le modèle juste avant, qui est plutôt un modèle de bonne qualité, c'est un modèle qui s'appelle Stable Diffusion Excel. Et si je veux créer un pipeline de ce type-là, il suffit que je dise Stable Diffusion Excel Pipeline. Je donne le modèle que je vais utiliser. Et donc là, par exemple, je vais utiliser un modèle qui s'appelle SDXL Turbo qui, en 2 itérations, alors là, je vais utiliser plus d'itérations, mais c'est pour vous faire voir, en 2 itérations, peut générer des images. Je lui demande de me le charger sur ma carte graphique, et puis je lui dis, ben voilà, tu vas créer un Colorful Robot Dark Background. Et je sauvegarde dans PNG. Alors, vous voyez qu'il a 50 itérations, mais je peux régler le nombre d'itérations et j'aurais pu mettre 2 itérations pour générer une image. Alors, le problème, c'est que je suis en console, je vais avoir du mal à faire voir l'image. Quoique, j'ai trouvé une petite bibliothèque, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, qui s'appelle CLimage, qui fait que si j'importe mon image en question et que je fais un print de cette image, et ben vous avez une jolie image, enfin l'image en question, je l'imprime sur ma console. Donc vous voyez à peu près ce que ça représente. Et une fois que c'était, donc j'ai bien généré une image façon DALL-E. Et une fois que c'est tes images, autre tâche que je peux proposer, c'est de me dire, mais et si les questions tout à l'heure que je posais, qui étaient des questions ayant trait à un contexte qui est textuel, je l'utilisais dans un contexte multimédia, et donc en particulier avec une image. Et ben, pas très compliqué. Il suffit en fait de dire, alors bon, j'ai besoin quand même d'un petit outil supplémentaire qui est être la capacité de créer des images, enfin de loader des images. Je vais charger mon image de robot, voilà, et je vais créer un pipeline. Et cette fois-ci, ça va pas être du question answering, mais ça va être du visual question answering, qui va me permettre de répondre à une question qui est par exemple, qu'est-ce que c'est? Donc si je fais ça, alors peut-être que ça suffira pas. Alors voilà, bon là en l'occurrence, il dit que c'est un gâteau. Sans doute que c'est pas assez ressemblant pour un robot, mais si je lui dis, si je reforme, oh pardon, est-ce que vous voyez toujours? Ah non, on a perdu ton écran. Là, vous voyez? Toujours pas. Donc, je vais essayer de repartager. Est-ce que c'est bon là? On l'a toujours pas, non. Ah bon? Ah, ça y est, tu reviens. Ok. Voilà, si j'essaye de reformuler la question, et c'est peut-être sans doute plus ça que vous pourrez utiliser, dont vous pouvez avoir l'usage, c'est Is it a robot? Et là, il me dit bien yes. Donc, il se trouve que si je demande d'écrire, c'est sans doute pas assez précis pour décrire ce que c'est. Par contre, si je dis est-ce que c'est un robot? Is it colorful? Yes. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si tu mets que des trucs, donc je vais mettre is it a house? Non. Donc vous voyez bien c'est bien cette image-là qui lui sert comme point d'entrée pour répondre à ma question.
Et il y a David qui te pose la question, is it a cake, du coup, si on lui demande ça? Ah bah, je pense qu'il va dire oui, puisqu'il m'a dit que c'était yes, voilà. Donc ouais, il est quand même cohérent dans ce qu'il dit, hein, c'est toujours le même modèle qui est derrière. Et du coup, si lui, quand on lui demande ce que c'est, il décrit un cake. Alors, évidemment, hein, c'est un des petits exemples qui est le plus simple. Hein. J'ai pris voilà, le Visual Question Answering, mais en fait, vous avez moyen de d'écrire beaucoup plus finement le contenu d'une image. Et il y a en particulier OpenAI qui rend disponible un modèle qui s'appelle Blip, qui permet de captionner automatiquement, enfin de trouver la légende automatiquement d'une image. Voilà, alors j'en ai presque fini. Juste pour vous dire que je vous ai présenté quelques pipelines, mais je vais exprès faire une erreur dans mon code. Alors j'espère. Voilà. Je vais faire une erreur dans mon code, juste pour vous dire qu'il ne connaît pas la tâche XXX, mais par contre, il connaît plein d'autres modèles. Et en fait, les quelques modèles que je vous ai présentés en une ligne, vous allez les retrouver, vous allez trouver beaucoup plus. Vous avez des classificateurs audio, détection automatique, reconnaissance automatique de la parole, les moyens de faire des agences conversationnelles, de l'estimation de profondeur dans une image, de l'analyse de documents, de l'extraction de caractéristiques, and so on, and so on. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que je voulais laisser un petit peu de temps aux questions. Voilà, mais vous voyez qu'en fait, ça ne se fait que creuser une toute petite partie de ce qui est réalisable avec cette bibliothèque. Voilà, voilà. J'ai assez parlé et je vous laisse la parole si vous voulez bien. Je vais arrêter le partage. On a 2 questions dans le chat déjà. On a une question de Hugo qui demande, est-ce que chaque appel est unitaire ou avec un enchaînement de questions comme tu fais, tu lui permets de se corriger? Alors non, il ne peut pas corriger tel quel. Par contre, un moyen simple, c'est de rajouter au contexte ce qu'on a dit la fois précédente. Voilà. C'est ce que font en fait les modèles de type ChatGPT, c'est que tout leur contexte, quand ils vont produire la prochaine phrase, c'est qu'ils ont déjà écrit et leur propre réponse. Voilà. C'est comme ça qu'ils génèrent une sorte de continuum dans les réponses. Et là, c'est effectivement ce qu'on peut faire. Sur les images, là, ça va être un peu plus compliqué puisqu'on peut pas. Il faudrait coupler à la fois des aspects de contextuel texte et contextuel image. On a une autre question de Loïc qui demande, est-ce qu'on peut avoir les liens URL vers les modèles IA de base utilisés sur OpenAI ou autre? Alors, vous voulez les modèles que j'ai utilisés? Alors en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais recommencer, puis ça va être peut-être un peu plus qu'une ligne ce coup-ci. Mais ça, vous me pardonnez, hein, parce qu'on est en dehors du webinaire, du coup. OK. Alors, je partage très rapidement. Voilà. Vous me dites si vous voyez. Pas encore, mais ça va arriver, je pense. Voilà. Donc, je vais reprendre. Voilà, c'est bon. Donc, je vais reprendre mon modèle de summarization, ça sera le plus simple. Donc, c'était ça. Et je vais l'appeler pipe. Et en fait, avec pipe, je peux avoir accès à le modèle qui... Ah, excusez-moi. Pipe. Du coup, je pensais pouvoir vous faire ça rapidement. Bon, je suis désolé. J'ai perdu la commande qui permet de faire ça. Normalement, vous avez accès aux modèles qui sont sous-jacents. Voir des choses. Bon, je suis désolé, je vais passer un peu trop de temps. Donc, oui, alors, oui, justement, en utilisant juste les pipelines, oui, c'est bien ça le problème, en utilisant juste les pipelines, on peut pas avoir, enfin, on a une vision complètement intégrée et ça nous permet pas d'avoir directement tout de suite accès à la tâche. Il faut regarder les tâches sous-jacentes, donc vous pouvez avoir accès au modèle, donc ce qu'on appelle le tokenizer qui vous permet de transformer les textes en quelque chose qui va être compréhensible
par le modèle, et ainsi de suite. Ce qui vous permet en fait finement d'aller chercher et peut-être de configurer en fait le modèle comme vous le voulez. Donc, par exemple, vous pouvez chercher, alors je vais essayer de vous retrouver ça rapidement aussi, vous pouvez aller chercher un modèle qui comprendra le français pour le résumé. Et donc, il y a tout un tas de modèles. Et parmi les modèles, il y en a un qui s'appelle Camembert, qui porte bien son nom, qui est un modèle en rapport, donc qui comprend le français. Et du coup, pour faire des résumés en français, ben, vous allez chercher ce modèle. On a plusieurs autres questions. Est-ce que on a Adrien qui demande comment coupler plusieurs contextes dans un but d'optimisation du modèle. Alors, je ne comprends pas forcément la question. Donc, si c'est plusieurs contextes, de base, c'est juste, on va concaténer les chaînes. Hein, c'est juste ça qu'on fait. Après, le côté optimisation, je ne comprends pas trop cette idée. Voilà. Si Adrien, vous voulez peut-être compléter votre question? Oui, en fait, c'était pour savoir si le fait d'avoir appris une première fois pouvait être rajouté à un autre contexte. Par exemple, on lance une requête sur un modèle, et le fait qu'il ait appris permet d'entraîner un autre modèle. Est-ce qu'on peut… Ouais, alors je dirais pas comme ça. Donc, les choses qu'on peut faire, c'est, on a un contexte, enfin, on a déjà répondu à un certain nombre de questions, et ça nous génère un contexte. Le contexte, on peut le sauvegarder et le réutiliser comme entrée pour générer les fois suivantes. D'accord. Il se trouve d'ailleurs que ça existe dans ChatGPT, ça existe dans tous ces systèmes-là. En fait, on appelle ça un pré-prompt. C'est ce qui ne se voit pas, qui est déjà intégré dans le modèle du langage. C'est-à-dire que dans le ChatGPT, il y a toute une en-tête qui n'est pas visible à l'utilisateur, mais qui lui dit comment se comporter. Et en particulier, qui lui dit qu'il est ChatGPT. Okay. Voilà. Alors, par contre, pour continuer sur cette question-là, il y a la possibilité après d'apprendre le modèle. Alors, c'est plutôt de manière externe, on va fournir des données supplémentaires, on va donc fine-tuner, donc apprendre, donc spécialiser le modèle sur un certain type de données. D'accord. Okay. Voilà. Et justement, ça doit peut-être être complémentaire avec la question de Jean-Baptiste, qui demandait le fait d'ajouter la réponse au contexte n'est pas la meilleure idée de permettre aux utilisateurs de façonner un chatbot, par exemple. Oui, ben c'est exactement ce qui se fait. Hein. Je vous invite d'ailleurs, il y a un Hugging Face à l'équivalent d'un ChatGPT qui s'appelle Hugging Chat. Et Hugging Chat qui est complètement gratuit avec une API et tout, hébergé par Hugging Face. Et en particulier, justement, chaque utilisateur peut préconfigurer le chat de manière à lui donner une tonalité particulière. Donc, par exemple, bon, pour la blague, il y en a un qui est capable de répondre avec un air hautain et de vous dire que vous racontez n'importe quoi. Bon, voilà, c'est un moyen de générer un chat qui est tuné en fait pour votre propre utilisation. Mais c'est possible pour n'importe quel en fait générateur de texte. Hein. ChatGPT, il y a plein de gens qui font ça justement, qui viennent rajouter des prompts, qui vont en cachant le dit prompt pour formater en fait le type de sortie que vous allez pouvoir avoir. On a une prochaine question de Thomas. Dans le cas de la classification d'images, comment fait-on pour fine-tuner le modèle de base? C'est tout simple, hein. C'est comme tous les modèles de fine-tuning. En fait, on va donner une base d'images qui correspondent à les images que je souhaiterais reconnaître, par exemple, et on va lui fournir en plus une explication de ce qu'il y a dans ces images-là. Et en donnant ces deux informations, à la fois les images et le corriger, ben, en fait, on va pouvoir apprendre on va pouvoir fine-tuner le modèle. Alors, juste, j'ai vu la petite remarque sur les modèles. En fait, les modèles, alors je vais essayer de vous faire voir le lien. Donc, justement, en allant sur Hugging Face,
ça peut être intéressant de vous partager ça, puisque c'est la base, effectivement. Alors, donc, je vais partager. Voilà, vous devez voir, vous me dites si vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est le site de Hugging Face. Et dans le site de Hugging Face, vous pouvez justement trouver tous les modèles. Et chaque modèle est rattaché aux fameuses tâches dont je vous ai parlé. Donc, par exemple, si vous avez, alors là, on vient de me parler de classification d'images, il me semble que c'est ça que j'ai compris, bah, vous cliquez juste sur Image Classification et tout ce qui se trouve à la droite, ce sont des modèles qui sont des modèles de classification d'images. Voilà. Et vous voyez, pour toutes les tâches que j'ai créées tout à l'heure, Visual Question Answering, bah, vous avez en fait tous les modèles qui permettent de répondre à la dite tâche. Voilà. J'espère que ça répond à la question de tout à l'heure. On avait encore justement une question de Loïc qui demandait: peut-on coordonner plusieurs IA en parallèle et ou qu'elles interagissent entre elles? Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Alors, il y a même certains qui mettent ça comme présupposé, comme par exemple Mistral, vous avez sans doute entendu parler, où en fait on a des mixtures de modèles qui sont spécialistes d'un certain domaine. Et donc, on vient coordonner les différentes IA pour répondre au mieux à la sollicitation d'un usage. Donc, on a Adrien qui a partagé le lien effectivement vers Camembert sur Hugging Face. Donc, merci Adrien. On a Yana qui répondait, je pense, tout à l'heure sur le fait qu'on n'entraîne pas le modèle avec le contexte. Non. Et donc, on a une question d'Adrien encore. Donc, on peut ajouter un ML au pipeline, puis lancer la commande. Alors, je comprends pas. Il faut expliquer un peu plus ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut ajouter un ML. Par exemple, tout à l'heure, en Python, il y avait des transformations, des text-to-speech, ou des valeurs comme ça. Donc, en fait, on pourrait faire ingérer un ML et après poser la question, par exemple, si on était sur Camembert, faire une question Camembert et poser la question directement à la ML. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre. Ce qu'on peut faire, c'est donc il y a ces tâches qui sont prédéfinies, qui sont dans les pipelines. Donc, le pipeline est quelque chose de très très haut niveau. C'est pour ça qu'on peut écrire en une seule ligne de code. D'accord. D'accord. Mais si jamais tu voulais avoir ton propre modèle, bah, en fait, c'est des classes Python et tu peux très bien surcharger la classe et voilà, avoir ton propre modèle. En général, c'est pas ça qu'on fait. C'est qu'on prend, par exemple, par exemple, summarization et on lui passe en paramètre un modèle qui permet de faire du résumé et qui est plus approprié. Donc, par exemple, dans ta langue. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de Camembert. Camembert n'est pas directement utilisable comme ça. Camembert est fait de mémoire pour une certaine tâche qui s'appelle du masking. Mais ça, voilà. Mais en fait, on peut faire des adaptations. Et en particulier, c'est ça qui est fort avec cette bibliothèque, c'est si un modèle donné correspond bien à une langue, mais pas à la tâche, eh bien, il suffira en fait de le transformer dans la dite tâche et après simplement de le faire un petit réapprentissage derrière pour que ça corresponde bien à notre utilisation. Par exemple, tout à l'heure, on avait sentiment analysis. On a négatif, positif. On peut très bien dire, ah ben non, mais moi, je veux quelque chose de beaucoup plus fin, une note entre 0 et 5, imaginons. Et ben, on peut très bien reprendre ce modèle-là et en fait le fine-tuner de manière à ce qu'il donne une note entre 0 et 5. D'accord. Donc, il faut bien connaître en fait la tâche qui va être affectée au ML qu'on va utiliser. Alors, donc, je dirais plutôt l'inverse. Il y a des modèles qui sont affectés à des tâches spécifiques. Mais nous, si on a une tâche particulière, on peut, d'une part, chercher des modèles qui correspondent à nos exigences. Et il y en a tellement qu'on peut sans doute en trouver sur l'étagère. Ou, dans le pire des cas,
prendre un modèle déjà existant qui correspond à peu près à ce qu'on veut faire et juste le fine-tuner pour réaliser la tâche selon notre propre desiderata. D'accord. Et dans le cas d'un entraînement ML sur Hugging Face, il y a des coûts spécifiques de charge serveur pour l'entraînement du ML spécifiquement dédié? Ouais, alors ils ont effectivement, alors donc la plupart de l'offre est gratuite sur Hugging Face, sauf qu'effectivement, ils ont des possibilités d'hébergement. Et donc, c'est ça qu'ils peuvent facturer. Ok. Par contre, l'hébergement, lui, est gratuit. Ok. À partir du moment où on accepte que d'autres puissent le télécharger. Oui, donc c'est vraiment c'est des modèles open source, quoi, presque. C'est open source. Oui. La plupart des modèles, ils ont été réalisés souvent par des donc soit dans un but philanthropique, si je puis dire. OpenAI, c'était ça au départ. On l'a oublié. C'est souvent des universités, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans les universités. Ou alors, ça peut être des fuites. Ça a été le cas pour l'IAMA. L'IAMA, dans un premier temps, le modèle était open source. Mais par contre, les points n'étaient pas open source, sauf que très rapidement, les points ont fuité. Et du coup, ils ont tout rendu open source. Ok. Donc, il n'est pas possible avec Hugging Face de faire un entraînement ML de données privées. Si, tout à fait. Si. Que ça reste dans le cadre privé d'utilisation et que ça soit pas diffusé. Voilà, mais il ne faut pas le pusher dans ce cas-là. Il ne faut pas faire du push sur Hugging Face. Mais tout à fait, c'est utilisé par plein de gens, ce genre de choses. D'accord. Actuellement, moi, je l'utilise sur des données privées. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On voit déjà qu'il est 8h17, les gens commencent à partir manger. Si jamais vous étiez intéressé pour aller plus loin, voilà, on a des formations qui sont disponibles justement pour approfondir tous ces aspects-là autour des LLM, mais pas que, aussi les réseaux de neurones, l'apprentissage profond et ainsi de suite. Et comme dit Loïc, place à la créativité maintenant. Tout à fait. Ouais, je vous Merci Yana. propose du coup qu'on puisse conclure donc ce premier webinaire. Il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Serly, donc n'hésitez pas à le partager. Un grand merci à tous d'avoir participé donc, à ce premier webinaire. On vous enverra un petit questionnaire de satisfaction, parce que justement, comme c'est un premier format pour nous, voilà, on est preneur de votre feedback. Donc n'hésitez pas à y répondre. Ça va être l'heure de se quitter. Un petit mot pour la fin, Arnaud, si tu veux. Je voulais juste vous remercier tous d'être là. Et puis, j'espère que vous pourrez profiter de ces petits exemples pour faire vos propres tests avec Hugging Face.